voulais juste un dîner tranquille avec ma fiancée et ses amis. J'en suis reparti après 18 $ et 40 ans de migraines évitées. J'étais fiancé à Amelia, 30 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 2 mois. Ça semblait juste. Je travaille dans la logistique, mon métier consiste à faire en sorte que les choses aillent du point A au point B logiquement et efficacement. Elle travaille dans l'organisation d'événements, ce qui, avec le recul, aurait dû être un signal d'alarme. Toute sa vie tourne autour de l'esthétique et de l'ambiance. Ses amis, oh mon Dieu. Talia, 30 ans, Becca, 29 ans, et Chloé, 30 ans. Un véritable monolithe de mimosa à volonté, de sac à main de contrefaçon et de voix nasillarde. Je n'étais jamais assez bien. Pas dans le sens, c'est un mauvais gars, mais plutôt, sa voiture a 3 ans. Je l'ai supporté parce que j'aimais Amelia. La bague de fiançailles n'était pas un héritage. Je l'ai acheté après des mois de recherche, un diamant de laboratoire ovale de 2,2 carats, parfait. Elle l'avait choisi. J'ai payé avec ma carte de crédit, 14 500 $. Elle l'adorait ou du moins, elle adorait la montrer. Vendredi dernier, Amelia me dit. Chérie, les filles sont tellement excitées. Elles veulent nous inviter à un vrai dîner de fiançailles. C'est leur cadeau, bien sûr. On va à l'Aperture. Aperture, ce nouveau restaurant branché où le menu n'est qu'une liste d'ingrédients et où chaque cocktail a de la fumée aromatique. Moi, je suis plutôt bière et burger, mais bon, si c'est leur invitation, pas de problème. On arrive à 20 h. L'endroit est bruyant, sombre. Les filles sont déjà là, 3 martinis dans le nez. Léo. Le voilà. Hurle Talia en m'embrassant dans le vide à côté du visage. Amelia se laisse aussitôt emporter, commande le même cocktail rose que les autres. Le dîner est un spectacle. Elle commande tout. Et il faut absolument goûter le thon cru. Oh mon Dieu, des huîtres. 2 douzaines. 2 bouteilles de Sancerre et une tournée d'espresso martini avec les huîtres. Ne me regarde pas comme ça, Léo, c'est une vibe. Je reste là, sirotant un vieux cocktail. J'observe Amelia. Ce n'est pas la femme que je connais. Elle joue un rôle. Elle rit trop fort, fait briller sa bague sous les lumières comme pour signaler un navire. J'ai un très mauvais pressentiment. Leur cadeau, commence à sonner faux. Après 2 heures de ce cirque, les assiettes sont débarrassées. Elles sont saoules, bruyantes, agaçantes. Le serveur, épuisé, dépose l'addition au centre de la table. Personne ne bouge. Puis Talia, avec un sourire lent et suffisant, glisse l'addition juste devant moi. Alors, Léo, dit-elle, la voix soudain sérieuse. Les 2 autres se taisent et me fixent. C'est une mise en scène. Ah, dis-je sans toucher au dossier. On en a parlé, poursuit Talia en se penchant vers moi, et on s'inquiète un peu pour Amelia. C'est notre fille, tu comprends. Elle mérite un certain style de vie, et toi, tu es bien, mais on veut s'assurer que tu peux vraiment la combler, que tu es digne d'elle. Je sens le sang quitter mon visage. Je regarde Amelia. C'est son moment pour rire et dire. Talia, arrête, qu'est-ce que tu fais? Mais non. Elle rit nerveusement. Léo, ne sois pas si sérieux. Elle plaisante, mais bon, elles n'ont pas tout à fait tort. C'est un peu la tradition que le fiancé montre, son appréciation. Mon appréciation? Dis-je. Pourquoi? Becca intervient. Pour nous. Pour t'avoir laissé entrer dans sa vie. On pense que tu devrais prouver ta valeur et régler la note. Mon cerveau, la partie logistique, calcule. Ce n'est pas une blague. C'est une extorsion. Un test. Je baisse les yeux vers le dossier. Je l'ouvre. Total, 8 460 $ pour 5 personnes, pour un dîner où elles m'ont invité. Je relève la tête. Amelia me regarde, les yeux brillants, souriante. Elle est avec elle. Elle veut voir ce que je vais faire. Et soudain, je vois les 40 prochaines années, chaque vacances, chaque fête, chaque dîner, être testé, évalué, jugé par ces 3 harpies pendant que ma femme sourit et les encourage. Je referme le dossier. D'accord, dis-je. Le sourire de Talia s'élargit. Amelia me serre le bras. Je savais que tu allais. Je me lève. Elle me regarde, perplexe.
Je reviens tout de suite, dis-je. Je marche, non pas vers les toilettes, mais vers le bar. Le serveur qui s'est occupé de nous est là, en train de saisir une commande. Je l'interpelle. Et, j'étais à cette table, là-bas, la 12. Oui, monsieur. J'ai juste pris un old-fashion. Je peux le payer séparément? Je dois partir, urgence au travail. Le serveur, professionnel, comprend tout de suite. Bien sûr, monsieur. Cela fait 18 $. Je lui tends ma carte. Il la passe. 18 $. J'ajoute un pourboire de 5 $. Merci, dis-je. Bonne soirée, monsieur, répond-il avec un regard qui dit clairement, courez. Je passe droit devant leur table sans les regarder. J'entends Amélia dire. Léo, où tu vas? Je ne ralentis pas. Je pousse la lourde porte vitrée, sors dans l'air frais de la nuit, monte dans ma voiture et démarre. Mon téléphone reste silencieux pendant exactement 20 minutes. Je suis presque arrivé chez moi quand l'écran s'allume. Amélia. Je laisse le téléphone sonner encore. Puis ça s'arrête. Une notification apparaît, nouveau message vocal. Je me gare, coupe le moteur et écoute. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de l'incompréhension. C'est de la panique pure, brute, concentrée. Léo, où es-tu passé? Le serveur vient de revenir, il a dit que tu n'avais payé que ton verre. Léo, l'addition est toujours là. Elle est de 796 $. Léo, ce n'est pas drôle. Ma carte vient d'être refusée. Ma carte a été refusée. Celle de Talia aussi. Elle dit qu'elle ne sera pas payée avant la semaine prochaine. Léo, ce n'est pas drôle, elles disent qu'elles vont appeler la police si on ne paie pas. Rappelle-moi. Tu ne peux pas juste me laisser ici. C'est de ta faute. J'ai écouté le message 2 fois. Puis j'ai éteint mon téléphone, suis rentré dans mon appartement et me suis servi un très grand, très vrai verre. Mise à jour 1. Cela fait 48 heures. Waouh. L'arrogance, c'est une ressource renouvelable. Je ne suis pas chez moi. Je suis chez mon frère. L'appartement m'appartient. Mon nom est sur le bail. C'est mon dossier de crédit. Je paie 80% du loyer, et Amélia ne verse qu'une petite contribution symbolique de 500 $. C'est mon logement. Voici donc le déroulé après le message vocal. Vendredi soir, 23 heures. Je suis rentré. Engourdi, mais étrangement lucide. La partie logistique de mon cerveau était en marche, un problème à résoudre. J'ai fait un sac de voyage vêtements de travail pour une semaine, articles de toilette, ordinateur portable. Je suis allé à mon bureau, j'ai trouvé le dossier contenant nos documents importants. J'ai pris les certificats GIA et le reçu de la bague de fiançailles, 14 500 $, payé intégralement par mois. Puis je suis parti. J'ai conduit jusqu'à chez mon frère. Il était encore debout. J'ai juste dit. C'est fini avec Amélia. Je peux rester ici? Il a hoché la tête, m'a apporté une bière et m'a laissé tranquille. Samedi. J'ai rallumé mon téléphone. Explosion numérique. Plus de 30 appels manqués d'Amélia, Talia et Becca. Un mur de textos. Amélia. Je rentre maintenant. Tu as intérêt à être là. Comment as-tu pu m'abandonner? Talia a dû appeler son père à minuit pour payer l'addition. Je n'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie. On se dispute tout à cause de toi. Talia, numéro inconnu. Tu es un petit garçon pathétique et fauché. Tu viens de prouver que tu n'es pas un vrai homme. Amélia mérite bien mieux, et je vais m'assurer qu'elle l'obtienne. Amélia, encore. Tout est de ta faute. Tu m'as fait passer pour une idiote devant mes amis. Léo, je suis à l'appartement. Ta voiture n'est plus là. Où es-tu? Tu as changé les serrures? Je l'ai laissé paniquer un moment. Puis, vers 9 heures, j'ai envoyé mon premier et unique message. Amélia, je suis chez mon frère. Après ton petit test d'hier soir, il est clair que nous avons des valeurs fondamentalement différentes. Le fait que tu aies choisi de te ranger du côté de tes amis pour m'humilier en public avec une addition de 800 $ est un point de non-retour. C'est terminé. La réponse a été immédiate.
Amélia. Rompre pour une addition de dîner? Léo, tu exagères complètement. J'étais saoul, elle plaisantait. C'est toi qui m'as embarrassé. Tu m'as fait passer pour une pauvre. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, la vraie raison est apparue. Amélia. Très bien, sois en colère, mais j'ai besoin de rentrer dans l'appartement. Mon ordinateur de travail est là, j'ai une présentation lundi et j'ai besoin d'argent. Ma carte ne marche toujours pas. Tu dois la réactiver. Mon paiement de voiture est dû. Ma réponse. La carte que tu utilises est une carte supplémentaire sur mon compte personnel. C'était une carte pour ma partenaire. Tu as clairement indiqué vendredi que tu n'es plus ma partenaire. Elle ne sera pas réactivée. Le partenariat est dissous. Amélia. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est de l'abus financier. J'appelle la police. J'ai droit à mon argent. Et elle l'a fait. Elle a vraiment appelé la police. Vers 14 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro privé. Monsieur, ici l'agent en nom inaudible. Je suis avec une certaine mademoiselle Amélia. Elle affirme que vous l'avez enfermée dehors et coupé son accès à son argent. Je suis resté calme. Officier, c'est à 100% mon appartement. Mon nom est le seul sur le bail. Mademoiselle nom de famille est mon ex-fiancée. Elle n'est pas locataire. Elle peut récupérer ses effets personnels, mais je ne suis pas sur place et je ne veux pas qu'elle y entre sans ma présence. C'est une affaire civile. Quant à l'argent, elle parle d'une carte de crédit sur mon compte personnel, que j'ai parfaitement le droit de désactiver en tant que titulaire principal. J'ai entendu le policier soupirer à travers le téléphone. Mademoiselle, dit-il, la voix étouffée. Il a raison. C'est son bail. C'est une affaire civile. Nous ne pouvons pas forcer l'entrée. Vous devez convenir d'un moment avec lui pour récupérer vos affaires. Je l'ai entendu commencer à pleurer. Mais mon ordinateur. Mes vêtements. L'appel s'est terminé. Ensuite, les messages d'Amélia sont devenus désespérés, puis froids, puis carrément stupides. Amélia. Très bien. Garde ton appartement stupide. Garde ton argent stupide. Tu es un homme froid, mesquin et vindicatif. Mais je garde la bague. Tu m'as humilié. Je mérite quelque chose pour ces 4 années perdues. Considère ça comme une compensation pour détresse émotionnelle. J'ai lu ce message et j'ai souri. Elle venait de tout admettre par écrit. Ce n'était plus une dispute. C'était un vol. Étape suivante. J'ai réagi méthodiquement. Étape 1. J'ai appelé ma compagnie d'assurance. Bonjour, je souhaite faire une déclaration. Ma bague de fiançailles, d'une valeur de 14 500 $, a été volée. J'ai le certificat GIA et le reçu original. Je sais qu'il a, mon ex-fiancée, Amélia. Elle est actuellement chez ses parents, je suppose, et elle a admis par message qu'elle la gardait et refusait de la rendre. L'agent d'assurance, qui semblait d'abord ennuyé, est soudain devenu très attentif. Elle l'a admis par écrit. Monsieur? Oui, nous pouvons tout à fait ouvrir un dossier. Nous allons enquêter. Notre service juridique prend ce genre de situation très au sérieux. Étape 2. J'ai envoyé un dernier message à Amélia. Amélia. La bague de fiançailles est un cadeau conditionnel, offert en vue d'un mariage. Cette condition n'existe plus. Ton message, dans lequel tu affirmes garder la bague comme compensation, constitue un aveu de vol. J'ai déjà ouvert un dossier auprès de mon assurance. Ils te contacteront. Tu as jusqu'à demain, dimanche, 17 h, pour me rendre la bague en personne. Si tu ne le fais pas, je déposerai un rapport complet pour vol qualifié, et la compagnie d'assurance lancera une enquête pour fraude, pouvant mener à des poursuites pénales. Ce n'est pas une négociation. Demain, 17 h. Sa réponse. Je suis une femme forte. Je mérite. Sa bravade a disparu comme un paix dans le vent. Puis. Amélia à vol, assurance. Tu ne feras pas ça. Tu mens. Ça ruinerait ma vie. Ils vont m'arrêter. Léo, s'il te plaît. C'est insensé. Tu détruis ma vie pour une stupide bague. Je n'ai pas répondu. Mon téléphone est resté silencieux pendant quelques heures.
Puis un nouveau message, un DM de Talia. Tu es vraiment en train de menacer d'envoyer une femme en prison pour un cadeau que tu lui as offert? Tu es la définition même d'un petit homme pathétique et insécure. Nous allons raconter à tout le monde quel monstre tu es. J'ai simplement fait une capture d'écran et envoyé à mon frère avec la légende. Un monstre. Lol. Le délai de 17 heures était fixé. La balle était dans son camp. Dernière mise à jour. Salut Reddit. C'est fini. L'histoire est terminée, et j'essaie encore de digérer le niveau d'idiotie atomique de tout ça. Voici le résumé. Le dimanche, 17 heures, est arrivé et reparti. Pas de message, pas d'appel, pas d'Amélia. J'étais assis à la table de la cuisine de mon frère, regardant mon téléphone. Une part de moi était triste, j'espérais, au fond, qu'elle ferait ce qu'il fallait. Mais non. Elle a cru que je bluffais. Alors j'ai agi. Dimanche, 17h55. J'ai appelé la ligne de la police pour les plaintes non urgentes. Bonjour, je souhaite déposer une plainte pour vol qualifié. J'ai tout expliqué. La valeur de la bague, 14 500 $. Le numéro de certification GIA. Le nom de mon ex-fiancé. Et, point crucial, une copie imprimée du message. Je garde la bague. Je mérite quelque chose. L'officier au téléphone était très professionnel. Monsieur, pour un objet de cette valeur, accompagné d'un aveu écrit de l'intention de vous en priver. Oui, il s'agit bien d'un vol qualifié. Un détective prendra contact avec elle. Il m'a donné un numéro de dossier. Dimanche, 17h30. J'étais encore dans l'action. J'ai rappelé mon agent d'assurance. Bonjour, c'est Léo. Le délai de 17 heures est passé. Elle n'a pas rendu la bague. J'ai déposé une plainte auprès de la police. Voici le numéro de dossier. L'agent, que je ne peux décrire que comme ravi, a répondu. Merci, monsieur mon nom. Notre service juridique va s'en charger. Nous contacterons mademoiselle Amélia à son nom de famille sous peu. Vous serez indemnisé pour votre perte, et nous poursuivrons notre actif. Cette phrase « poursuivre notre actif » était à la fois glaçante et délicieusement satisfaisante. Les répercussions. La gravité de la situation n'a pas tout de suite atteint Amélia. Elle vit dans sa bulle d'arrogance et de déni. Mais elle a atteint ses parents. Mardi, 9 h. Je suis au travail, concentré sur un manifeste d'expédition, quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je laisse filer vers la messagerie. Le message vocal venait de son père, Robert. J'ai toujours bien aimé Robert, un homme direct, à l'ancienne, ingénieur à la retraite. Mais il sonnait furieux. Léo, c'est Robert, nom de famille. Je viens de recevoir un appel d'un détective du commissariat de la ville. À ma maison, Léo. Il demandait à parler à Amélia. À propos d'une bague de 14 000 $ que tu prétends qu'elle a volée. Rappelle-moi tout de suite. Je l'ai rappelé. Robert, bonjour. J'imagine qu'Amélia t'a expliqué la situation. Elle m'a raconté une foutue histoire à propos d'une addition de restaurant et de toi qui aurait mal réagi en étant abusif. Mais elle n'a pas mentionné la police. Reprenons depuis le début. Dis-moi la vérité. Alors je l'ai fait. Je lui ai tout raconté. L'invitation prétendument leur cadeau. L'addition de 814 $. Le test pour prouver ma valeur. Son approbation. Mon départ. Ses textos. Et enfin, sa décision de garder la bague comme paiement. Silence complet pendant 30 secondes. Puis un soupir si lourd qu'on aurait dit qu'il venait de ses chaussures. Natalia, dit-il, sans poser de questions. Oui. Cette fille l'a pourri depuis le lycée. Léo, je suis tellement désolé. Ma fille est une idiote. Faible. Elle laisse ces femmes odieuses penser à sa place. C'est humiliant. Robert, je ne veux pas la détruire. Je veux juste récupérer la bague. Si je la récupère, je retire la plainte et j'avertis l'assurance. Tu la récupéreras, dit-il, d'une voix froide et plate. Je vais m'en occuper. Mardi, 15 h. L'interphone de mon immeuble sonne. C'est Robert. Je descends dans le hall. Il est là, debout, l'air d'avoir vieilli de 20 ans.
Dans sa main, la petite boîte en velours contenant la bague. Amelia est dans la voiture de son père, garée devant l'immeuble. Je peux la voir. Elle est sur le siège passager, la tête baissée, en train de pleurer. Léo, dit Robert en me tendant la boîte. Je ne peux pas assez m'excuser pour elle. Pour ses amis. Ce n'est pas ta faute, Robert, dis-je. Elle n'est pas une mauvaise personne, dit-il en se frottant le visage. Mais elle est faible. Et stupide. Il inspira profondément. Elle l'a mise au mont-de-piété, Léo. Je me suis figé. J'ai reculé d'un pas. Elle a fait quoi? Elle l'a mise en gage samedi pour 3000 $. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour rembourser le père de Talia, à cause du dîner. Il la menaçait, paraît-il, et pour, je ne sais pas, continuer à vivre. Mon Dieu! J'ai dû aller jusqu'à la boutique de prêt sur gage avec le rapport de police, ajouta-t-il d'une voix tremblante de colère. Leur montrer que c'était un objet volé. Ça m'a coûté 3500 $ pour la récupérer. Mais elle me remboursera jusqu'à ses 40 ans. Il me regarda droit dans les yeux. Tu es un homme bien, Léo. J'aime ma fille, mais, tu as évité une balle. Il hocha la tête, se tourna et s'éloigna. Alors qu'il montait dans sa voiture, Amelia bondit du siège passager. Elle courut jusqu'à moi dans le hall, le visage ravagé, le mascara coulant, les larmes plein les joues. Léo, s'il te plaît. C'était une erreur. J'avais peur. Je n'avais plus d'argent. Tu m'y as poussé. Je la regardais. La femme que je pensais épouser. Non, Amelia. Tu t'y époussé toi-même. Le moment où tu as ri et soutenu Talia, c'était fini. Le mont-de-piété? C'est juste pathétique. Alors c'est tout? Hurla-t-elle, tandis qu'un voisin ouvrait sa porte, curieux. 4 ans. Tu jettes toute notre vie pour de l'argent? Non, répondis-je. Et pour la première fois, je ne ressentais plus rien. Juste de la fatigue. Je jette tout ça à cause du caractère. Tu n'en as pas. Rentre chez toi, Amelia. Je me suis tourné, suis allé vers l'ascenseur sans me retourner. Les conséquences. J'ai appelé le détective. Plainte retirée. J'ai appelé la compagnie d'assurance. Dossier annulé. J'ai fixé une date pour qu'elle récupère ses affaires. Mon frère et son ami, un type très costaud, étaient là. Elle est venue avec sa mère, qui m'a lancé un regard noir du début à la fin. Elles ont emballé ses vêtements et ses 800 produits de soins, puis sont parties. Son ordinateur portable était là. Je ne suis pas un monstre. Et pour les amis? Le petit bonus final. Mon ami Marc, qui connaît Becca, m'a donné l'épilogue. Le père de Talia, un avocat très réputé, est devenu fou de rage en apprenant qu'elle avait fait passer une addition de plus de 800 $ sur sa carte et qu'il avait été mêlé à une affaire de police potentielle. Il l'a complètement coupée financièrement. D'après ce qu'on dit, elle essaie maintenant de vendre ses sacs de luxe sur Poshmark pour payer son loyer. Becca et Chloé ont fantomé Talia. Elles sont terrifiées par le drame et ne veulent plus être associées à elle ou, plus probablement, à son portefeuille vide. Alors voilà. Je m'en sors avec 18 $ pour un old-fashion et 5 $ de pourboire. J'ai une bague de fiançailles de 14 500 $ que je ne peux même plus regarder. Je la vendrai. Je perdrai de l'argent, mais c'est un petit prix à payer pour ma tranquillité. Amelia, 30 ans, sans emploi, a été renvoyée mardi pour absence injustifiée le lundi, le jour où elle paniquait à cause du mont-de-piété. Elle doit 3500 $ à son père furieux, et elle a perdu son fiancé, sa bague et ses meilleurs amis. Elle n'était pas une victime. Elle était volontaire. Elle voulait tester ma valeur. Il s'avère que j'étais le seul, ce soir-là, à en avoir une. Commentaire de Madame Reddit. Vous savez, parfois la vie a un sens de la justice si raffiné qu'elle n'a même pas besoin d'un scénario. Amelia et ses amis voulaient tester la valeur d'un homme et ont fini par recevoir un cours magistral de dignité, avec intérêt et pénalité morale. Pendant qu'elles évaluaient les hommes au prix du vin et de la bague, Léo, lui, a évalué le caractère et n'en a trouvé aucun à la table. Elle a perdu son fiancé, son emploi, sa réputation, et doit maintenant de l'argent à son propre père. Et lui? Il n'a payé que 18 $ pour un old-fashion, et a acheté quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter, la liberté. Finalement,
C'est lui qui a fait la meilleure affaire.